Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire de présentation de l'appel à projet recherche du plan national de durabilité du vignoble pour l'année 2025. Je suis Gilles Blériot donc du CNIV, le Comité national des interprofessions vitivinicoles françaises. Donc je suis chargé de la coordination du PNDV accompagné d'Audrey Dubois, qui est également présente. Donc ce webinaire va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le PNDV de manière générale et succincte. Dans un deuxième temps, Valérie Poulain de France Agrimaire vous présentera les règles administratives et financières de cet appel à projet. Dans un troisième temps, donc on a deux de nos directeurs techniques d'interprofession qui vous présenteront le contenu du cahier des charges techniques de l'appel à projet, et on terminera par un point rapide sur les aspects calendrier. Donc n'hésitez pas à poser au fil de l'eau vos questions dans le chat, sachant qu'on fera une séquence de questions-réponses après chaque partie présentée. Voilà, je vous propose sans plus attendre du coup qu'on démarre par la présentation du PNDV. Donc le PNDV aujourd'hui démarre un nouveau cycle, donc c'est le troisième cycle du PNDV, où là on a un tournant puisqu'on est passé du plan national du dépérissement à un plan national de la durabilité. Donc le PNDV, pour rappel, donc c'est un plan qui existe maintenant au niveau national depuis 2016, qui a été co-construit entre l'État et la filière vitivinicole, et qui est un outil de recherche, de développement et de transfert mis en place par la filière et pour la filière, donc dans lequel sont impliqués donc, le CNIV, le ministère de l'Agriculture et également France Agrimaire qui nous appuie notamment sur la mise en œuvre de cet appel à projet de recherche. Donc avant 2025, comme je vous le disais, le D de PNDV était pour dépérissement, sachant que le grand objectif à partir de 2016 de ce plan, c'était de regagner en productivité et en longévité dans les parcelles viticoles, et dès le départ avec une approche multifactorielle, c'est-à-dire qu'on parle à la fois des aspects maladies, des conditions de culture, etc. Et à la fin du deuxième cycle du PNDV qui a eu lieu, qui s'est terminé fin 2024, il a été décidé par nos élus d'élargir aujourd'hui le spectre de ce PNDV. Et donc, on part aujourd'hui sur un troisième cycle triennal, donc entre 2025 et 2027, avec un nouveau nom, un plan national de durabilité du vignoble. Sachant que derrière, l'idée, c'est de ne pas mettre de côté le dépérissement. Les travaux sur le dépérissement sont toujours en cours et doivent être maintenus. Mais par contre, le souhait, c'est qu'on élargisse le spectre des thématiques, des projets techniques qui sont intégrés dans le PNDV et qui sont identifiés d'intérêt par nos filières. Donc, sachant qu'un des points de sensibilité particulière mis en avant quand même, c'est qu'on puisse avoir à travers ces projets quand même une approche plus accrue autour des dimensions économiques et sociales. Donc, c'est aujourd'hui un plan qui est financé de manière paritaire par la profession et l'État à hauteur d'un budget annuel de 3 millions d'euros. Donc, dans ce PNDV 3, du coup, il y a 3 thématiques qui ont été identifiées. Donc, on retrouve en vert la thématique historique, productivité et pérennité du vignoble, avec tout ce qui concerne les questions de productivité, de gestion des stress biologiques et d'anticipation des menaces émergentes, à laquelle sont rajoutées du coup 2 nouvelles thématiques. Une première thématique autour de la gestion des ressources et environnement, dans laquelle vous allez retrouver des composantes autour de l'eau, de l'atténuation sur le climat, de la séquestration du carbone ou encore la biodiversité.
et également une troisième thématique autour de l'innovation produit, avec également le souhait de pouvoir financer à travers ce PNDV différentes thématiques qui vont permettre de proposer des nouvelles innovations à destination des consommateurs ou à travers les différents produits basés sur le vin, et également l'innovation des pratiques. Pour terminer sur le PNDV, derrière le PNDV, il y a 3 grands axes de travail qui sont des axes de travail historiques et qui sont maintenus aujourd'hui dans ce PNDV 3. Le premier axe, c'est l'approvisionnement en matériel végétal. Donc, historiquement, en fait, une des forces du PNDV, ça a été de faire collaborer étroitement nos viticulteurs avec la filière pépinière. Également aussi de pouvoir investir toujours plus sur l'innovation variétale. Le deuxième axe fort, et qui est celui qui nous réunit principalement aujourd'hui, c'est l'aspect recherche et innovation. Donc, avec la mise en œuvre d'un appel à projet annuel national, donc cet appel à projet de recherche. Également, nous avons un dispositif qui a été mis en place l'année dernière qui s'appelle le parcours innovation, qui permet d'accompagner des entreprises privées dans le développement de solutions innovantes. Et dans le spectre du PNDV3, on veut également aujourd'hui aller vers toujours plus d'incubation de solutions innovantes, et on est en train de réfléchir à des nouveaux dispositifs permettant d'accompagner des équipes dans le développement de ces solutions. Enfin, le troisième axe, qui est vraiment un axe fort et qui représente aussi une part de financement important de manière interprofessionnelle, c'est les aspects transfert et régionalisation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir valoriser au plus près des viticulteurs les résultats de recherche et également tout le dispositif PNDV au niveau des acteurs du terrain. Donc, pour cela, est mis en place depuis 2021 un réseau d'animateurs régionaux qui s'appelle les 15 du plan et qui permet de vulgariser à travers différents événements ou à travers différentes actions dans chaque région les résultats du PNDV. Une composante formation qui est également très forte avec un partenariat fort aujourd'hui, notamment avec les lycées agricoles. Et là, il y a une ambition aussi pour aller toujours plus loin et notamment pouvoir plus collaborer avec l'enseignement supérieur. Et dans ce troisième pilier, il y a un axe fort aussi sur la mise en œuvre d'observatoires à travers des outils numériques qui permettent de faciliter aux acteurs du terrain le suivi de certains indicateurs utiles pour la filière. Donc, on a notamment un outil météo qui a été mis en place ou encore des outils d'observatoire des maladies. Donc, sachant que vraiment l'objectif de ce pilier-là, c'est d'avoir des acteurs du terrain qui soient au plus proche et au cœur de notre PNDV. Donc, voilà pour la présentation générale sur le PNDV. Est-ce qu'il y a des premières questions? Regardez dans le question-réponse. Non, il n'y a pas de questions. Donc, je vous propose qu'on enchaîne directement du coup sur la deuxième partie. Valérie, je te laisse la main sur la partie suivante. Oui, tout à fait. Merci. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les grandes règles administratives et financières qui encadrent cet appel à projet et pour lequel je vous invite fortement à lire la décision de notre directeur général puisque tous les critères sont détaillés dedans. Et ce document est disponible sur notre site internet, bien entendu. Alors, les organismes qui peuvent déposer, soit en tant que chef de file ou en tant que partenaire, sont des organismes ou entreprises qui conduisent à des activités de recherche et de production de connaissances, comme les instituts techniques, les chambres d'agriculture,
les établissements d'enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social. Mais c'est également ouvert à tout opérateur économique dont l'objet n'est pas forcément de faire de la recherche. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît, Gilles. Donc, dans les critères fondamentaux qui peuvent, qui, si ils ne sont pas respectés, peuvent rendre inéligible le projet et donc non soumis à évaluation scientifique. On retrouve notamment sur la durée des projets. Ils doivent impérativement être compris entre 12 et 42 mois maximum, avec un minimum de dépenses éligibles globales de au moins, enfin oui, minimum de 50 000 euros et une demande de financement par France Agrimaire sur crédit CASDAR de 300 000 euros pour le projet. Et le projet doit avoir à minima un taux d'intervention de 20% des dépenses éligibles. Donc ça, ce sont vraiment des critères qui peuvent exclure le projet. Les projets doivent être également mobiliser obligatoirement au minimum, enfin, plusieurs partenaires avec au minimum donc un chef de file et un partenaire. On entend par partenaire une structure qui demande un financement CASDAR. Un partenaire qui dépose une demande d'aide inférieure à 5 000 euros, sa demande sera annulée. Enfin, il pourra toujours être partenaire dans le projet, mais sans financement. Et le chef de file est l'interlocuteur unique de France Agrimaire. Au niveau des taux de financement qui peuvent être demandés pour les organismes publics de recherche, ils peuvent demander jusqu'à 100% de financement sur leurs coûts éligibles. Pour les organismes privés de recherche, 80%. Et pour toutes les structures qui ont plutôt une activité économique, c'est 40%. Alors, ce critère n'exclut pas le projet. France Agrimaire regarde structure par structure le taux qui a été demandé et peut être amené à le modifier si besoin est. Mais ça ne remet pas en cause le projet. Les dépenses éligibles, ce sont bien entendu les dépenses de personnel. Pour les établissements publics, les frais de personnel tels que fonctionnaires ne sont pas pris en charge. Ensuite, il y a tout ce qui est dépenses directes, comme prestation de services, l'acquisition de matériel et l'achat de consommables également. Avec des taux qui ne peuvent pas être dépassés, comme par exemple les prestations de services ne peuvent pas être supérieures à 30% du budget global. Ensuite, oui, il y avait également, en plus de ces dépenses, les dépenses indirectes qui sont affectées au projet, ce qu'on peut appeler les frais généraux, avec 15% pour les organismes publics et 20% pour les organismes privés, avec un changement depuis 2 ans où avant, ces frais étaient sous forme de forfait, que là, ils seront vraiment sur dépenses réelles. Et si le projet est retenu, au moment des demandes de paiement, on demandera des justificatifs. C'est suite à une évolution de la réglementation européenne. Le dossier, pour être déposé, il doit impérativement respecter un contenu normalisé, c'est-à-dire un formulaire complété sur notre téléprocédure, un descriptif technique qui est mis en ligne sur notre site internet,
une lettre d'engagement pour tous les partenaires associés au projet et les annexes financières. Et pour ces annexes, il faut impérativement utiliser celles qui sont mises à votre disposition sur le site Internet. Une fois que le projet est déposé, vous aurez un accusé de réception. Et si le projet est sélectionné, les dépenses pourront être éligibles à partir de cette date. Et pour toute question, vous avez une adresse générique qui est mise à votre disposition et on vous répondra du mieux que l'on peut et au plus vite. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, au niveau du chat, on a une question, Valérie, de Brigue de l'Agribio Rhône-et-Loire, qui voulait savoir dans quelle catégorie les associations type groupement agriculture biologique, GAB. 80%, c'est ça la question. Le taux. Ouais, Là, je peux répondre 80%. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans tous les cas, à la fin, on fera une séance de questions-réponses générales. Donc, si vous pensez à d'autres choses en parallèle, n'hésitez pas à les mettre dans les questions-réponses. On y répondra à la fin. Donc, je vous propose du coup qu'on passe à la partie suivante. Le cahier des charges techniques de l'appel à projet. Je te laisse enchaîner, Vincent, et je te laisse te présenter et puis enchaîner sur la présentation. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Vincent Lang, je suis le directeur technique et développement durable du BNIC pour la filière du cognac, mais je parle aujourd'hui au nom du PNDV, puisque je suis un des représentants du comité technique du PNDV. Donc, on souhaite vous donner de la visibilité et des détails et répondre à vos questions avec Sébastien, qui prendra la parole dans un instant sur les périmètres qui ont été choisis pour l'appel à projet 2025. Alors, déjà, il est important, avant qu'on rentre dans les trois axes, de vous passer quelques messages généraux pour vous dire que on prend le virage de cette durabilité dans les thèmes qui ont été sélectionnés. Le travail préparatoire a mobilisé le conseil scientifique du PNDV avec différents scientifiques de différentes structures et aussi des membres du comité technique où on a évalué différentes options et des choix ont été faits pour l'édition 2025 de l'appel à projet. Et je vais rentrer dans le détail. Bien sûr, vous le comprenez, il y a des sujets qui traitent de durabilité et commencent à toucher des sujets environnementaux en particulier, au-delà de la productivité et de la durabilité. Ce qui est important de prendre en considération aussi, c'est que tous les projets qui vont pouvoir être construits au niveau national, mobilisant différentes équipes de recherche, sont forcément des éléments de valeur ajoutée. Il peut y avoir également contribution d'équipes de recherche qui ne sont pas spécialisées au premier regard sur la vigne, mais qui peuvent apporter des pierres au plan de recherche et aux solutions qui vont pouvoir être apportées, à la fois en termes de connaissances, de preuves de concept qui permettent ensuite d'enchaîner sur des projets plus appliqués, mais également de solutions, on va dire, issues de la recherche, des points de référence ou des solutions qui peuvent déboucher sur des applications. Donc on est bien sur du national, mais aussi avec des équipes plus vignes, mais d'autres équipes, et avec différents on va dire, périmètre entre la preuve de concept ou des solutions plus déployables. Alors, je viens à ce slide suivant, puisque nous avons présélectionné avec le conseil scientifique, ou sélectionné, pardon, trois axes, et dedans, il y aura possibilité de postuler à travers des projets. Donc, comme vous le voyez, un premier axe autour de la productivité viticole et la biodiversité, et je rentrerai dans les détails dans un instant, mais il s'agit à la fois de faire émerger de la connaissance et en connexion également avec la production viticole sur la biodiversité, sur les indicateurs de biodiversité. C'est le premier bloc en orange clair à gauche.
mais également de maximiser les effets bénéfiques de la biodiversité fonctionnelle au sein des parcelles de vignes ou des territoires, de façon à contribuer par le biais de la biodiversité à la lutte contre les ravageurs et à améliorer l'équation agronomique et économique de nos exploitations. Le deuxième axe, il est autour des pratiques viticoles et du stockage du carbone. Sébastien, d'ici peu, va vous le développer, mais il y a à la fois des travaux prévus sur comment on peut appliquer des éléments de connaissance venant d'autres modèles, on va dire, agricoles et les appliquer à la viticulture. Avoir une meilleure documentation, quantification de l'impact des pratiques sur la séquestration et les émissions. Et puis, progresser dans la connaissance et les méthodes pour bien estimer les stocks de carbone des systèmes viticoles, leur dynamique, etc. Et le troisième axe, tourne sur le matériel végétal, mais surtout sur une progression qui est en cours de production de vignes sous serre. Et là où on a besoin de quantifier, qualifier mieux les conditions de culture sous cet environnement particulier qu'est la serre, en particulier pour des sujets liés à la planification ou d'autres productions sous serre. Donc je détaille un tout petit peu le point premier sur la production viticole et biodiversité. Donc en ce qui concerne la préservation et un effet favorable sur la biodiversité dans le système viticole, lorsque nous avons construit ce thème-là, nous avions identifié que le monde de la biodiversité peut être très large et très complexe avec des écoles très variées et que ce qui est intéressant pour la profession viticole, c'est d'avoir quelque chose qui est raccordé à nos pratiques et à nos objectifs agronomiques et économiques. Et ce qu'on propose, c'est que des projets nous soient candidatés, proposés sur l'étude des pratiques, structures et outils qui permettent de renforcer la biodiversité générale. Alors ça soulève bien sûr une question qui est le deuxième point, qui est de définir bien une ou plusieurs biodiversités accessibles, appropriables à nos vignerons et de trouver le bon niveau de curseur entre une science très pointue, mais une science aussi appliquée et appropriable par les acteurs économiques sur le terrain, de façon à ce que ces projets et les résultats qui en découlent permettent d'atterrir, de préciser des normes dans le domaine de la biodiversité en vigne qui soient utilisables, compréhensibles et utiles dans des plans d'expérience par la profession viticole. Et c'est le troisième point justement, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des projets où quelque part on voit émerger des indicateurs de biodiversité qui sont mesurables et qui permettent de qualifier l'impact de différentes pratiques sur ces indicateurs de biodiversité, tout en tenant compte finalement aussi des indicateurs classiques de suivi agronomique ou de performance économique que notre profession suit, met en œuvre régulièrement. L'idée est de pouvoir faire des liens entre des normes professionnelles ou des indicateurs clés et accessibles sur la biodiversité et des évolutions de pratiques, notamment des pratiques environnementales qui sont déjà à l'œuvre et qui vont se renforcer dans le futur dans les bassins viticoles français. Voilà pour les explications de texte sur les projets sur le premier axe autour de la biodiversité, en général, mais quand même assez appliqué et connecté à la partie viticole. Et le deuxième est quelque chose qui historiquement a été étudié, où on pense qu'il y a nécessité d'aller plus loin pour apporter des éléments de preuve et des points de référence sur la biodiversité fonctionnelle, celle qui a une fonction finalement dans le cycle de la vigne et dans la protection, dans la pérennité, dans la production, avec une quantification des effets de cette biodiversité dans un contexte viticole, soit à l'échelle de la parcelle, soit à une échelle d'exploitation, et ça peut être encore plus largement sur un territoire, et puis de bien identifier les liens entre des effets bénéfiques de la biodiversité fonctionnelle et la productivité,
toujours, je le rappelle, dans un contexte où voilà, il faut veiller à l'équation économique. Et on sait qu'il y a un monde qui évolue, hein, un monde qui évolue sur le plan climatique, mais aussi avec des arrivées de différents ravageurs. Donc on veut, à travers les projets de recherche, avoir des meilleures connaissances pour pouvoir s'adapter encore mieux à cette évolution du monde en exploitant la biodiversité fonctionnelle des parcelles viticoles. Sébastien ? Je prends la suite. Sébastien de Luisson, Comité Champagne. Je suis l'alter ego de Vincent, mais pour la Champagne. Donc, sur le second axe thématique de l'appel à projet, donc ça concerne en fait la thématique du carbone dans les sols, et notamment autour des pratiques viticoles et stockage du carbone. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'en viticulture, il y a pas mal de mouvements ou de tendances qui sont plus ou moins à la mode, plus ou moins pérennes, l'agriculture de conservation, l'agriculture régénératrice, l'agriculture des sols vivants, etc. Ou des pratiques en fait qui sont vraiment axées en fait sur le sol avec un objectif de stockage du carbone. Mais finalement, en fait, ces pratiques aujourd'hui et la façon de les combiner sont assez mal caractérisées sur leur capacité à stocker ou pas du carbone dans les sols. Et de plus, ces pratiques s'orientent essentiellement sur le sol, mais sans trop se poser de questions sur la pérennité, sur la productivité de la vigne. Donc l'idée de cet axe thématique, c'est de retravailler en fait sur l'ensemble de ces pratiques qui visent à améliorer le stockage de carbone dans les sols, mais mais pas uniquement, mais aussi de savoir en fait comment cela impacte la viticulture. Donc en travaillant effectivement sur les travaux des travaux génériques sur d'autres systèmes de production et les appliquer au système viticole, savoir mieux quantifier l'impact des pratiques viticoles sur la séquestration et les émissions de CO2, et puis avoir au final évalué ces stocks de carbone dans le système viticole. Les différents attendus sont relativement simples. Donc, c'est à la fois la mise en œuvre de ces travaux génériques, comment on peut modéliser le fonctionnement du sol par rapport à ces nouvelles pratiques, comment on peut adapter des pratiques issues des grandes cultures ou d'autres cultures pérennes, donc à la viticulture, et comment on peut comment on peut mener des projets exploratoires pour trouver le bon équilibre entre le fonctionnement du sol, le stockage carbone et l'équilibre de la vigne. Donc, c'est un point qui sera important, l'évaluation des impacts positifs ou négatifs sur la productivité du vignoble. Donc, il y a bien cet angle carbone, mais vraiment avec cette vision fonctionnement du sol, bien sûr, mais surtout de la vigne et de sa productivité. Donc, voilà pour cette première partie carbone, sur ce contexte carbone. Puis, il y a un troisième axe, si vous pouvez passer la diapo, qui est un axe, en fait, là, pour le coup, très spécifique. Autant les deux premiers, on était sur des axes assez génériques qui s'appliquent, en fait, sur toutes les régions. Là, on est ailleurs, quelque part. On est sur les serres insectes-proof. Il y en a 3 aujourd'hui. Donc, une sur Bordeaux, une en Champagne, pour le quart nord-est, et puis celle du domaine de Liévé de l'Espiguette. Donc, ces serres, en fait, qui sont insectes-proof, ce sont des serres assez récentes qui ont pour vocation de multiplier le matériel végétal, donc le matériel de base, qui sert en fait notamment à produire les vinières de greffons. Donc, l'idée, c'est de conserver ce matériel le plus simple possible, d'où des serres insectes-proof, donc à l'abri des agressions externes, que ce soit climatiques, mais surtout ravageurs, insectes et autres maladies. Et la problématique, en fait, c'est qu'il y a très très peu de données sur la production de bois, sur sa mise en conservation, sur les réserves amidonnées, sur sa capacité en fait à repartir l'année suivante, donc pour une production sous serre. Donc les serres existent, du matériel est déjà développé, il y a pas mal d'éléments que l'on connaît déjà, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, ce que l'on souhaite, en fait, c'est de mieux qualifier les effets de la culture sous serre sur la physiologie de la vigne, sur le développement du bois et la reprise au greffage, et tout en prenant en compte, en fait, les aspects agronomiques, éco-physio, la génétique, les incompatibilités génétiques ou autres entre différents matériels, et avec un objectif, améliorer notre savoir-faire sur la production de plants de vignes de bois, principalement sous serre. Donc, voilà pour les 2 derniers axes, et je relaisse la parole, je crois, à Gilles. Oui, merci. Ouais. Merci Vincent et merci Sébastien. Donc, juste pour terminer sur le cahier des charges techniques, Vincent a commencé à en parler, mais sur les types de projets attendus. Donc, pour résumer, c'est des projets qui sont implantés en région, mais avec des perspectives de plus-value nationale.
et qui, même s'ils ne sont pas forcément dédiés vignes, en tout cas qui prennent en compte les spécificités de la vigne derrière. En termes de typologie, on est en attente de projets de recherche fondamentale ou à vocation applicative, sachant que derrière, on aura une certaine exigence pour que vous puissiez, à travers ces projets-là, nous proposer une approche systémique, une approche qui soit aussi fortement en lien avec des acteurs terrain. Une approche aussi pluri- ou interdisciplinaire. Donc ça, pour nous, c'est très important, notamment en y ajoutant, dès que possible, des aspects concernant les dimensions économiques et sociales, comme je vous l'ai déjà précisé en introduction. Ne pas hésiter, donc comme vous l'avez vu, on est sur des sujets qui sont déjà largement connus et explorés, notamment par d'autres filières. Donc ne surtout pas hésiter à faire des liens avec ce qui peut exister dans d'autres filières, et notamment dans des filières concernant les espèces ligneuses, pour lesquelles il peut y avoir des analogies fortes avec notre vigne. Et de penser aussi à bien intégrer dans vos projets des présentations d'état de l'art par rapport justement à ces sujets s'ils ont déjà été explorés précédemment. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question pour Valérie déjà. Valérie, une Oui. question de Laure Soucet-Marianadin. Concernant le taux d'intervention, ça signifie que si on a des partenaires publics, les autres partenaires doivent être à moins de 80%? Ou 40. En fait, chaque structure aura un taux soit 100, 80 ou 40. S'il y a par exemple que des établissements publics dans le projet, le taux global du projet pourra être de 100%. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il fallait. Je pense que si. Alors, sinon, maintenant, pour Vincent, sur l'axe, pour Vincent et Sébastien, sur l'axe 1, est-ce que des études de recherche plus en amont ou fondamentales qui tendent à évaluer un potentiel effet négatif d'une biodiversité rentrent dans le cahier des charges? Alors, bon, je vais répondre, Sébastien, tu diras ton point de vue. Moi, je considère que dans l'appel à projet, on cherche des éléments techniques pour préserver et favoriser la biodiversité, et quant à la biodiversité fonctionnelle, en maximiser l'impact positif. A contrario, si on a des éléments de connaissance qui nous démontrent qu'on a une biodiversité qui est délétère ou qui a des effets négatifs, alors qu'on veut quelque part développer une biodiversité tout en garantissant une bonne équation agronomique et économique, bien sûr, ça peut rentrer, ça doit rentrer dedans. Je pense qu'on va chercher du positif, mais si on a des connaissances sur des effets adverses, il faut aussi les documenter, les étudier. Enfin, pour moi, on ne peut pas regarder que un côté de la pièce. Après, si recherche il y a, il faudrait préciser un petit peu dans la candidature l'état de l'art et ce qu'on cherche à étudier, à documenter, pour pas être que focalisé sur la partie négative, mais aller chercher un peu la balance, hein, en quelque sorte. Bon, c'est une première réaction à chaud à la question. Okay. Ouais, alors, parfaitement en phase avec ce que vient de dire Vincent. Je rajouterais en fait que si ça faisait partie en fait de l'appel à projet, hein, c'est de ne pas regarder la biodiversité que sous les aspects bénéfiques pour le consommateur, mais également toutes les contraintes que cela peut engendrer à l'échelle de l'exploitation, que ce soit en termes d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue possibilité de réintroduction de ravageurs ou autres, hein, parce que le côté fonctionnel c'est bien, mais c'est pas non plus quelque chose qui est démontré à 100% et dans tous les cas. On a aussi des dysfonctionnements liés à la biodiversité, mais par contre, après, ce qui est intéressant, c'est de développer aussi le moyen d'y remédier. Parce que l'idée, bien sûr, l'idée finale, c'est de favoriser la biodiversité à l'échelle des vignobles. Ok.
pense Bon, que c'est clair. on a Merci beaucoup. répondu à votre question, Ingrid. Si vous pouvez juste nous confirmer que ça vous convient sur le chat, comme ça on est au clair. Oui, c'est bon. Oui. Je vous propose juste, du coup, de terminer sur les aspects calendrier. Et puis, de toute façon, on fera après, à la fin, une séance de questions-réponses générales par rapport aux différentes parties qui vous ont été présentées. Sur les aspects calendrier, donc l'appel à projet est sorti lundi dernier, 5 mai, lundi il y a 10 jours. La période de candidature des dépôts se terminera le 13 juin. Sachant que derrière, donc, comme vous l'a expliqué Vincent, donc on a un conseil scientifique composé d'experts scientifiques et les directeurs techniques qui se réunira au mois de juillet pour pouvoir faire une première analyse, une première évaluation des candidatures. En fonction des candidatures, il y aura certainement un premier retour qui seront faits pour certains projets avec des demandes de précision, de modification, ce qui permettra de faire l'objet d'une deuxième expertise courant septembre de l'ensemble des candidatures pour arriver à une finalisation et à la détermination des lauréats fin septembre, début octobre. Voilà aujourd'hui par rapport au calendrier, sachant que derrière, l'idée c'est que les projets lauréats pour l'année 2025 puissent démarrer au plus tôt en 2026. Fin 2025, début 2026. Donc on en a terminé sur les présentations que l'on souhaitait vous faire. Il y a Gilles, il y a une question qui est arrivée dans le chat. Oui. Alors, Guillaume nous demande, est-ce que les lettres d'engagement des partenaires associés au projet peuvent être jointes plus tard? Il est préférable qu'elles soient jointes au moment du dépôt, mais ce n'est pas rédhibitoire. On vous relancera pour les obtenir. Ok. On peut donc envisager de commencer le projet dès novembre 2025. Ça, d'un point de vue administratif, Oui. Valérie? Oui, sans problème. Bien sûr, Ouais. sans souci. Parce que c'est l'accusé de dépôt du projet sur la téléprocédure qui débute l'éligibilité des dépenses. Donc, si le projet est retenu et que vous avez déposé votre projet le 10 juin, vous pourriez éventuellement commencer le projet dès le 10 juin, sous réserve d'être lauréat, bien entendu. Si vous souhaitez également parler, n'hésitez pas à lever la main, on pourra vous laisser la parole directement là, pour cette session questions-réponses, ce sera un peu plus interactif. N'hésitez pas. Alors, Marion. Il y a le micro qui est coupé encore. Marion, normalement ça marche. Tu as une main pour activer ton micro et ta caméra si tu le souhaites. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un niveau de TRL requis pour déposer un dossier? Est-ce qu'il faut une preuve de concept déjà validée? Alors, on est sur un projet. Pardon, Sébastien, je te passe la parole. Je pense que tu pourras confirmer ou infirmer. Non, mais Marion, on est sur un TRL, on va dire de 3 à 5.
on n'est pas sur des TRL 6 à 7 où, par contre, on est, par exemple, quand on parle du parcours innovation, du PNDV, là, on est sur des projets de recherche, mais comme on l'a dit, ça peut être de la preuve de concept, comme une recherche qui s'appuie sur la création de points de référence et de résultats applicatifs. Donc voilà, on n'est pas sur du 1 ou 2 où on a une idée de coin de paillasse, on va dire, et on démarre de zéro quasiment. Voilà, ça c'est ma réponse. Sébastien? Oui, alors pour compléter, plus que le TRL, en fait, je parlerai quand même de la finalité de ces projets qui sont assez concrets, assez pragmatiques. Dans l'idée, on souhaite quand même avoir au bout des 3 ans des outils qui peuvent resservir à d'autres outils pour apporter de l'aide en fait à nos professionnels, donc vignerons et négociants. Euh, on ne souhaite pas en fait des projets hyper fondamentaux sur ces aspects, mais il peut en avoir, c'est loin d'être écarté. Et on souhaite effectivement avoir une part de projet avec des applications. Quand on demande effectivement des indicateurs un peu plus universels sur la biodiversité, bah, l'idée c'est de pouvoir les utiliser derrière. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir quand même une application sur les projets, une application terrain. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Alors, il y a une question de Brigue. Des outils pour le bilan carbone ont-ils été sélectionnés? Tu veux que je réponde, Sébastien, peut-être? Vas-y, ouais, j'ai pas Ouais. de réponse Alors, spécifique, mais a priori non. non, on n'a plus. pas sélectionné. Après, bon, l'appel à projet, Sébastien vous l'a décrit. Ce que je peux vous signaler, c'est que au-delà, en complément de l'appel à projet recherche, le PNDV s'organise aujourd'hui sur le carbone et nous avons un groupe de travail impliquant des professionnels, des représentants du centre, enfin de l'Institut technique pour mutualiser des savoirs, s'harmoniser aussi, notamment sur les calculs. Donc là, on est sur quelque chose d'assez appliqué qui est en cours, enfin qui démarre sur l'année 2025. Pour autant, il faudra examiner dans le cadre des projets de recherche s'il y a des approches qui sont prédéfinies, préutilisées par rapport au calcul des émissions ou au bilan carbone. Après, quand on parle d'un bilan carbone, bon, c'est assez référencé. Voilà, il y a une référence, on ne peut pas trop en sortir. Mais là, dans le cadre de l'appel à projet, il n'y a rien de prédéfini, mais il faut que ça soit quand même des choses qui soient, pardon pour le terme, pas trop exotiques, parce qu'on veut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit, qui débouche sur quelque chose d'assez applicable. Et assez vite, dans l'évaluation des dossiers, au niveau du conseil scientifique, on regardera un peu la perspective d'applicabilité par rapport à des choix qui ont été faits sur des méthodes de mesure des émissions, de quantification des émissions. Donc partez pas sur quelque chose de trop exotique, mais il y a pas, c'est pas rigide non plus. Voilà. Ça répond à votre question, Brigue? Ça a l'air. Alors, il y a une question de Sophie. Il me semble que cet appel à projet cherche à financer la mise au point de calcul d'empreinte carbone de certaines pratiques dont le poids carbone n'est pas encore connu et donc pas encore intégré dans des outils existants. Ah, donc c'était une remarque, Sophie. Enfin, c'était pour répondre aussi au questionnement de Brick, je suppose. Oui, effectivement, pour compléter, c'est notamment sur les pratiques liées au carbone, stockage du carbone dans les sols. Il y a des données issues des grandes cultures, d'autres cultures, mais finalement assez peu pour la viticulture. Et surtout, en fait, il y a eu des pratiques qui sont orientées uniquement sur le stockage carbone, mais pas sur l'ensemble vigne et enfin, fonctionnement du sol et stockage carbone. Mais donc il faut bien regarder dans sa globalité.
N'hésitez pas à lever la main, on vous laissera vous poser vos questions directement. On a épuisé les questions. Bon, bah, je pense que Dans ces cas-là, il nous reste à conclure. Merci à tous. On espère qu'on a réussi à vous motiver, à nous proposer des projets innovants pour la filière vitivinicole. On compte sur vous en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer vos demandes au mail qui est présent sur le site web et qu'a rappelé Valérie tout à l'heure dans sa présentation. Et on y répondra le plus rapidement possible. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci et bonne candidature. Au revoir. Merci, au revoir.